Vous avez déjà eu envie de créer votre propre jeu vidéo? Je vais découvrir comment faire un Clash Royale-like, sans IA, juste la mécanique de base. L'idée du jeu est très simple. On a des cartes aléatoires qui vont nous permettre d'invoquer des créatures. Elles ont des coups différents et on a une jauge qui augmente avec le temps, nous permettant d'invoquer des créatures de coups différents. Ayant découvert le moteur de jeu Unreal Engine, je voulais savoir comment créer ces mécanismes dessus. Sachant que la plupart des jeux sont en première ou troisième personne, la gestion de la caméra ainsi que l'interface est un peu spécifique. Mais je me suis dit que globalement le gameplay est super simple, donc ça devrait être facile à implémenter. C'est pas forcément le cas. Il y a plein de petits trucs qu'il faut savoir. Bon, parmi ces petits trucs qui sont un peu spécifiques à ce jeu-là, l'idée c'est qu'ici la caméra est liée à notre élément. Alors bon, rapidement pour parler d'Unreal Engine, donc Unreal Engine, c'est ça. Donc ici on a par exemple, on voit notre carte, on a nos différentes entités, avec par exemple l'interface graphique, nos entités de type les cartes d'invocation. Ensuite on va avoir les IA par exemple. Alors bon, ici l'IA est vraiment simple, hein, si on sélectionne la tour la plus proche et puis on va dessus et puis voilà. Et bref, alors concernant la carte, donc comme dit ici, la spécificité de ce jeu là, c'est qu'en fait la caméra fait partie de la map. Et donc normalement, quand on va lancer le jeu, c'est très simple. Voilà, on a notre carte et donc on peut pas bouger. La seule chose qu'on puisse faire, c'est invoquer nos petits éléments. Et donc là on voit voilà nos tics qui disparaissent. Si on peut pas les invoquer si jamais on n'a pas les tics. Et voilà, et donc là on a gagné parce que la tour est morte. Bref. Donc voilà, le jeu est vraiment très simple à faire. Alors concrètement, donc parmi les quelques mécanismes que j'ai eu à développer spécifiquement, alors l'idée c'est de voir alors la gestion de la caméra déjà. Ça passe par ici. Donc l'idée c'est qu'en fait ici le game controller, donc il faut créer donc ce qui s'appelle un PC, donc un player controller, qui va ici gérer chez nous l'affichage de la widget. Donc ici on voit que de base sur la map on n'a pas la widget, et quand on active le jeu, on a la widget qui s'affiche avec notamment donc notre jauge ici et nos cartes. Donc ça en fait c'est ce code là en fait qui va afficher notre widget, donc que je vais présenter plus tard. Ici je gère le tick, donc c'est avec ça en fait qu'on va faire avancer la jauge. Ici donc je vais set le player UI, donc qui me permet depuis le PC d'accéder à la widget. Sinon en général la widget est vraiment en général spécifique à un caractère. Bon, après on la gère comme on veut, mais ici c'était plus simple de le mettre à cet endroit là. Et ensuite autre spécificité, l'idée c'était de trouver donc le caméra actor qu'on a mis ici. Donc normalement ici, comme dit, nous n'avons qu'une seule caméra qu'on a posée ici, sachant que si je la déplace, et lorsque je vais activer le jeu, la caméra va être déplacée. Donc là par exemple on voit que ma caméra elle est là, et si je joue, on voit que ma caméra est un peu avancée. Voilà, donc c'est juste en déplaçant notre caméra ici, on a déplacé la caméra dans le jeu, donc je peux la mettre beaucoup plus loin. Et voilà. Bon après en fait, dans le vrai jeu, vous n'êtes pas censé récupérer les... Enfin, parce que là ici je peux limite poser l'ennemi directement sur la tour. Voilà, normalement dans le jeu vous êtes censé gérer un peu des zones où vous pouvez pas faire les drops. Moi j'ai pas encore implémenté ça. L'idée c'était de faire juste l'interface de base. Et bref, sinon aussi l'un des éléments important à faire ici, c'est de bloquer l'utilisateur dans son environnement. Donc c'est pour ça qu'ici je mets seulement set input mode only. C'est ce qui permet justement de bloquer cette caméra. Et là je peux vraiment rien faire. La seule chose que je peux faire c'est ça. Je peux juste interagir avec mon widget. Et donc je peux rien faire d'autre. Voilà donc un peu pour ce qu'il y avait à savoir sur la carte. Donc c'est vraiment très simple, hein, voilà, juste la widget et tout ça. Alors concernant nos éléments, parce que donc notre carte possède donc des tours ici. Alors l'intérêt d'Unreal Engine, c'est qu'en fait vous avez juste à créer vos éléments et ensuite vous les invoquez où vous voulez. Et donc
une fois qu'ils sont invoqués, ils se contentent de faire ce pourquoi ils sont programmés. Donc ici, cette tour-là, ça s'appelle un BP Tower. Donc voilà, c'est ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le code est plutôt simple. Donc bon, comme dit, ce sont juste de simples cubes que j'ai un peu rallongés avec une collision. Et l'idée, c'est que dès que quelqu'un rentre dans cette collision, qu'est-ce qui se passe? On attaque l'ennemi. Donc c'est très simple ici. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dès que j'ai un onComponent begin overlap, je vais rajouter ces éléments-là dans un tableau d'ennemis. Et ensuite, c'est très simple. Je vais looper sur ces ennemis. Donc looper, c'est bon, on crée une boucle en fait. Donc c'est très simple. Dès qu'on a un ennemi, qu'est-ce qui se passe? On rentre là-dedans, on cherche dans notre tableau d'ennemis si on a des ennemis. Si on n'en a pas, on attend une seconde et puis on recommence. Si on a un ennemi valide, on va l'attaquer. On va attendre une seconde et on recommence jusqu'à ce qu'il soit mort, enfin jusqu'à ce qu'il ne soit plus valide, donc potentiellement mort. Et de là, on l'enlève du tableau et on recommence depuis le début du tableau, parce que sinon, ça signifie que les ennemis qui sont arrivés à la fin vont être priorisés. Donc là, l'idée, c'est qu'on recommence au début du tableau à chaque fois. Donc ça, c'est un peu le truc spécifique. Et ensuite, alors les petites choses à faire, c'est la gestion, par exemple, de la destruction de la tour. Donc par défaut, on prend des dégâts. Et donc ma tour, elle va avoir un certain nombre d'éléments. Elle va avoir sa vie maximale, sa vie actuelle, savoir à quel joueur elle appartient. Alors bon, l'attaque speed et l'attaque speed, je l'ai pas implémenté, vu que on a vu que en fait c'était toutes les secondes. En fait, j'attendais une seconde avant de réappliquer des dégâts sur l'ennemi. Et voilà globalement un peu tout ce qu'on a sur ces tours là. Concernant ensuite les invocations, l'idée ça va être à peu près pareil, hein. On a ici, c'est une petite boule sur laquelle on a mis la collision. Alors l'idée, c'est qu'en fait la collision, si jamais je l'agrandis, ça signifie que l'invocation pourra attaquer de beaucoup plus loin. Donc c'est comme ça qu'on pourra gérer en fait la distance en fait de nos ennemis. Donc si je veux augmenter le radius de ma sphère, je peux l'augmenter là, voilà. Mais donc là, l'idée, c'était de faire une boule qui attaque au corps à corps, donc avec une collision quasiment à la boule. On a donc ces phénomènes où la boule ne peut attaquer qu'au moment où elle est sur l'ennemi. Donc là, elle attaque pas. Ah si, bon, enfin, l'impression que sa collision est un peu élevée là-dessus. Ouais, il a dû prendre la collision que j'avais avant. Parce que j'avais pas compilé. Bref. Concernant le code, donc on a effectivement notre collision sphère qui va faire l'application des dégâts si on tombe sur une tour. Potentiellement ici, donc le seul ennemi qu'on peut avoir sur cette invocation, c'est les tours. Donc s'il y avait d'autres ennemis, elle ne les attaquerait pas, elle n'attaquerait que les tours. Et donc là, bon, ici par contre, j'ai implémenté ce mécanisme en fait d'attaque speed où l'idée c'est que après un certain délai, je vais réattaquer jusqu'à ce que il n'y ait plus d'ennemis. Voilà. Alors concernant en fait d'ailleurs l'événement de mort, que ce soit sur la tour ou sur l'invocation, c'est assez simple, hein. On prend des dégâts. Ça c'est un phénomène propre à Unreal Engine en fait. Quand vous faites des dégâts, vous faites votre apply damage à un acteur, et donc l'acteur lui va avoir un événement qui s'appelle le event any damage, qui lui ensuite va être appelé. Donc là, si par exemple ici depuis mon collision sphère, je fais un apply damage sur une tower, en fait c'est le event any damage de la tower qui va être trigger. Et voilà. Donc ça c'est assez simple. Et voilà. Et donc c'est à peu près tout pour ce qu'il y a pour tout ce qui concerne les invocations. Alors par contre, les invocations, elles, ont besoin de savoir où est la tour la plus proche. Donc quand on les invoque, elles veulent savoir où est la tour. Donc si j'invoque ici, on va aller là. Si j'invoque ici, on va aller là. Si j'invoque là, et en fonction de là où je suis, en fait, ça va sélectionner la bonne tour, sachant que voilà. Donc ce phénomène-là, en fait, alors ça se fait assez simplement. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle une IA. Alors c'est vraiment une IA plutôt bête, on appelle ça plutôt un behavior tree, donc un arbre de décision plus ou moins, où l'idée c'est de faire des tasks. Donc ici par exemple cette task là elle est très simple, donc c'est
On commence par donc notre event receive execute AI. Donc ça c'est un btask blueprint. L'idée de ce truc là c'est quoi? Si on va récupérer notre IA qui est ce machin là. Donc au lancement il faut faire notre run behavior tree. Et ce truc là va nous permettre ensuite de faire ce qu'on appelle une tâche. Ici la tâche c'est quoi? C'est tout simplement de chercher la tour la plus proche de notre acteur. Alors ce qui est intéressant ici c'est que quand vous faites alors pour ce phénomène là en particulier il faut chercher ce qu'on appelle le nearest actor. Donc l'idée c'est qu'on va récupérer toutes les tours qu'on a sur la map, donc toutes les tours ennemies bien sûr, et ensuite on va utiliser une fonction de Unreal Engine qui va faire ce find nearest actor. Et s'il est valide, ben, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie en fait la position, et sinon on retourne rien. Et c'est comme ça qu'après notre task va avoir un actor qu'on va set dans notre blackboard. Donc le blackboard c'est cet élément là. Donc c'est la variable en fait de notre ennemi. Et après l'idée c'est d'aller vers l'ennemi. Et une fois qu'on a ça, on a défini un peu le fonctionnement de notre IA et c'est comme ça que nos petites boules se déplacent vers la tour ennemie. Voilà, donc ça c'est vraiment très simple. Ça c'est dès que vous voulez faire des ennemis ou autre, vous avez tous ces phénomènes là avec la possibilité de créer énormément de choses, que ce soit des tâches. Alors vous avez des tâches un peu spécifiques, mais sinon vous pouvez créer vos propres tâches comme ici. Donc là cette tâche là qui vous permet de sélectionner notre ennemi et d'aller dessus. Sachant que après le fonctionnement est très simple. Une fois qu'on est à l'ennemi, normalement dans ma tâche on dit en fait d'aller vraiment très proche de l'ennemi. Alors il y avait une petite spécificité, je crois que j'avais dû décocher quelques éléments ici pour que ça fonctionne, sinon apparemment il allait pas assez loin et donc j'arrivais peut-être pas à overlap, je sais plus ce qui s'était passé mais j'avais un peu galéré, j'avais dû bricoler des trucs ici pour avoir l'événement d'overlap qui trigger en fait les dégâts sur la tour. Bref, donc ça c'est concernant les ennemis. Alors les petites spécificités ici en fait, c'est que pour la health bar, j'ai pas mal galéré à la faire. Il fallait créer un widget qui alors déjà oui, donc ici ça c'est comme ça qu'on affiche les barres de vie. Si on veut les afficher par rapport à l'écran, faut cliquer screen et comme ça notre barre de vie elle apparaît par rapport à la vision de la caméra. Voilà. Mais si je fais world, ce sera par rapport à la boule et plus par rapport à la caméra. Donc en fonction de la position de la boule, la widget, ici elle n'est pas affichée, mais dans certains cas elle va être affichée différemment. Donc ça fait partie un peu des petits éléments à savoir. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut choisir la taille des éléments, et c'est comme ça qu'on définit d'ailleurs la widget qui va être utilisée. Et donc c'est là où on va parler maintenant des UI. Bon, j'ai un peu fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Alors concrètement, les UI, comment ça marche? Sur Unreal Engine, on peut créer un élément qui s'appelle un user widget. Quand vous faites votre user widget, vous avez donc votre fenêtre. Donc ici, ça c'est la fenêtre totale de mon écran de jeu. On peut voir qu'ici en bas, j'ai défini plusieurs éléments. Donc on a déjà la progress bar qui est donc notre jauge de vie. Donc là l'idée c'est de faire une fonction. Alors ça c'est assez simple à implémenter sur Unreal Engine. Si vous avez donc votre getPerson qui va être la fonction en fait qui va récupérer les valeurs à afficher. Et donc l'idée c'est que ce soit ma tour ou que ce soit mon invocation en fait, je vais implémenter une interface. Donc j'ai créé, je sais plus, c'est ici. Voilà, j'ai une interface qui est setElseValue qui va me permettre de mettre la vie que ce soit sur ma tour ou sur mon invocation. Et j'ai aussi mon getElse. Et le getElse en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un pourcentage en fait. Parce que notre progress bar, donc là ici bon c'est la vie.
quand on affiche, alors bon, quand on est sur la jauge, c'est un autre élément, mais quand on affiche les barres de vie, par exemple, alors je sais déjà plus où c'est. Tiens, je l'ai pas sorti. Donc c'est mon WElse par exemple. Ici, en fait, ça c'est notre progress bar, et la progress bar ici, donc c'est le get % de notre vie. Et c'est comme ça qu'on affiche un peu la vie de nos caractères qu'on a spécifiés dans notre widget. C'est d'ailleurs pour ça que sur mon BP Tower, lorsque j'initialise mes scènes, c'est ici, en fait je set le widget, enfin je set le owner object sur mon else comme étant self, qui est donc mon objet actuel. Donc si je suis en tower, ce sera une tower qui sera le owner du else, et donc c'est la vie de cette tour que je vais afficher. Et sinon ce sera la vie de l'invocation que je vais afficher. Donc pareil ici, on va avoir le cast avec le set de notre owner. Et donc concernant lui ici, notre get player tick, ici c'est le tick du... Alors, je sais plus ce que c'est notre player tick, mais j'ai dû le choper de quelque part. Et ensuite, sachant que c'est une valeur qui va de 0 à 9, j'ai été obligé de le diviser par 10, parce que moi mes ticks, en fait, je les considère comme étant de 0 à 10. Et donc là, normalement, on peut voir que voilà, j'ai clampé la valeur de 0 à 10. Et donc ça signifie que ce que je vais afficher dans mon interface, ce sera un chiffre de 0 à 1. Et donc voilà, c'est, pour autant que je sache, ce truc-là, c'est obligatoirement entre 0 et 1. Donc quelle que soit votre approche, alors il y a peut-être moyen de changer les valeurs, je ne sais pas, j'avoue que j'ai jamais vraiment cherché, à chaque fois je mets toutes mes valeurs au 0 et 1, bref. Donc ça c'est pour la partie tick. Et pour les cartes, alors les cartes, ça c'est, j'ai pas mal galéré à faire ces cartes là. L'idée c'est donc ici on va définir donc nos W cards. Donc après je pourrais réduire leur nombre ou les augmenter. D'ailleurs c'est ici qu'on peut changer les valeurs. Ici je peux changer le type et le coût. Ce qui fait que je pourrais avoir une carte qui coûte 3, je pourrais avoir une carte qui coûte 2. Et potentiellement dans ma BP Invoke je vais avoir potentiellement l'attaque et autres. Donc du moment que j'ai un BP Invoke, en fait je pourrais les multiplier et juste changer les paramètres, que ce soit l'attaque speed, les dégâts et la vie. Ce qui me permettrait comme ça assez facilement de créer de nouveaux personnages, notamment avec un personnage qui aurait peut-être une sphère de collision plus grande, ou ben d'ailleurs un graphique différent, parce que là bon je suis une boule blanche, mais bon je pourrais prendre des boules d'autres couleurs, ou même un vrai caractère par exemple, un vrai personnage. Bon là j'ai vraiment fait au plus simple, histoire de n'avoir que la mécanique du jeu de base. Donc bon, avoir un seul personnage, c'est suffisant. Après, c'est sûr qu'il faudrait plein de cartes différents avec des coûts différents, mais bon, c'est pas forcément ce qui m'intéressait ici. Alors, concernant donc le système de drag and drop, alors faut savoir que normalement le drag and drop ne fonctionne que sur des widgets. Et donc ça, j'ai un peu eu du mal à comprendre au début, c'est que donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe au début? Donc sur notre card, donc c'est bien sur l'élément qui va être invoqué, donc on ne le fait pas ici, on le fait bien sur notre élément carte, WCart, qui est lui aussi un user widget. Donc dès que vous créez un user widget, vous pouvez l'utiliser partout. Et bref, donc ici, ça c'est notre carte, donc bon, c'est là où il faudra mettre le nom et tout ça. Bref, bon, moi j'ai vraiment fait au plus simple, j'ai déjà au final pas mal compliqué. Donc concrètement, la première action, c'est de faire le on mouse button down. Donc ça, c'est quand vous cliquez sur votre widget, vous allez avoir en fait cet événement là qui va être activé. Et qu'est-ce qui se passe? En fait ici je vais chercher à savoir si on a le coût qui est suffisant ou pas. Donc si on a assez de ticks, bon c'est ce que j'ai appelé un tick, je savais pas comment appeler cette monnaie là, j'ai appelé ça un tick. L'idée c'est que si on a assez, on set notre tick et puis on retourne vrai. Et sinon on dit que non, on peut rien faire, donc on va cancel le clic en faisant un return false. Alors faut savoir une chose, c'est que, alors je savais pas, c'est que si tu utilises la branche et tu ramènes ça ici directement, et en fait ça ne fonctionne pas. Il faut deux return nodes différents sur notre branche. Ça c'est un truc, j'ai perdu pas mal de temps là-dessus, parce que apparemment donc faire ça
et ça ne marche pas. Voilà, donc vous êtes obligé d'avoir deux return nodes. Voilà. Concernant donc là voilà, on a fait notre tic. Alors c'était pourquoi de nouveau? Oui, c'était pour la carte. Voilà. Et donc ici, on va ensuite lancer ce qu'on appelle le detect drag if pressed. Donc uniquement si on drague du bouton gauche, c'est-à-dire que si on fait un drag du bouton droit, ben il se passera rien. Et donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? On va passer par ce code-là, qui est le onDragDetect, qui lui va créer une widget et va l'afficher. C'est ce qui permet, lorsqu'on clique, d'avoir au niveau de la souris en fait la vision de la carte. Donc, quand on invoque, on voit la carte qui est juste en dessous. Voilà, donc c'est ce create widget là qui fait ce fonctionnement là. Donc c'est pour ça qu'on a mis un wcard ici. Donc on crée une autre carte qui on déplace. Et voilà. Et sinon, donc ici en fait, alors ça c'était un peu la spécificité, c'est qu'il faut créer un objet de type drag. Alors donc ça c'est un objet assez spécial. C'est ce qui s'appelle donc ce wdrag, qui est un blueprint de base avec notamment, bon, vous pouvez voir ici parent class UMG drag and drop opération. Donc ça c'est un truc vraiment spécifique. Donc qu'est-ce que vous faites en fait pour ça? En fait, ce qu'il faut faire, c'est vous créer une nouvelle blueprint et dessus vous allez faire class settings et vous allez mettre drag and drop opération. Donc c'est vous créez juste une blueprint de base. Donc vous avez juste à faire add blueprint class et là vous faites drag and drop opération et c'est comme ça que vous pouvez créer ça. Voilà, et donc c'est cette classe là qui va nous permettre en fait de, alors déjà d'avoir les informations sur ce qu'on est en train de déplacer, et c'est ici, et donc c'est ça en fait qu'on va mettre ici. En fait c'est ici le wdrag qu'on va mettre. Donc ça c'est un peu la grosse spécificité à connaître pour faire donc notre drag and drop. Et une fois qu'on a fait notre drag detected, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va drop. Et c'est là où c'est assez spécial, c'est que normalement vous êtes censé passer par le onDrop, qui doit être ici, onDrop. Et ben en fait on passe pas par ici. Pourquoi? Parce que le drop ben, ne serait que sur une widget. Donc si vous faites le drop ici, et qu'on fait, bon, qu'on print juste quelque chose, voilà, donc juste pour l'exemple, donc là normalement si ma carte elle est drop, on pourrait se dire ben qu'est-ce qui va se passer? On va juste avoir notre drop ici et on n'a rien en fait. Normalement là on se dit mais t'as mis un print et ça devrait drop, non? Et en fait le drop ne fonctionne qu'ici. Voilà, on voit que on peut drop que sur des widgets en fait. On ne peut pas drop, voilà, donc la fonction onDrop ne fonctionne pas dans notre cas. Donc c'est pour ça que ben, on n'en a pas besoin. Il faut passer par ce qu'on appelle le event onDragCancelled, parce qu'en fait nous on va pas drop sur une widget, on va drop sur l'écran. Et donc le drop sur l'écran, ben, ça s'appelle un cancel chez Unreal Engine, ce qui est un peu dommage. Bon, potentiellement il y a pas mal de jeux où tu as un inventaire où tu veux drop quelque chose mais en dehors de ton widget. Parce qu'ici donc comme dit, voilà, si on drop, en général tu veux drop sur ta carte. Tu veux pas drop sur ton widget. Ça sert à rien. Voilà. Bref, donc ce fonctionnement-là, c'est assez spécifique, donc il faut bien passer par les cancels, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la souris par rapport à notre vue. Alors on va avoir un truc qui s'appelle le dproject screen to world. Parce que bon, quand vous êtes ici, ben, vous savez pas où vous êtes véritablement sur la carte, parce qu'on est ici par rapport à notre écran. Et donc ben là, en fait, ce dproject, qu'est-ce qu'il fait? Il va calculer la position de la souris par rapport à notre carte. Et ensuite là, je vais lui donner la portée maximale. Et ensuite on va créer un élément qui permet de contrôler un peu les distances et le positionnement pour ensuite spawn notre objet. Alors de façon générale, ben, on peut faire d'autres spawns. Donc tu peux faire un spawn actor from class, ce qui est plus ou moins la base en général. Mais ici en fait, on fait un spawn AI from class parce que ben on spawn une IA avec notamment donc notre BTAI invoke, qui est donc notre IA que j'avais créé
ici avec notre qu'on appelle ça, c'est le behavior tree, c'est ça le BTAI invoke, et c'est comme ça qu'en fait on va assigner notre IA à notre objet, parce que si on fait pas ça, ben c'est très simple, on ne va pas avoir de il ne va pas y avoir de déplacement. Donc c'est grâce à cet élément là en particulier qu'on va avoir le phénomène où notre boule va spawn et se déplacer. Voilà. Et donc, ben voilà, je crois avoir fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Ça permet vraiment d'avoir la base des mécaniques du jeu. Et voilà, bon, je pense que c'est déjà pas mal. À une prochaine peut-être pour la suite.